la belle famille dans le couple, c'est de ça qu'on parle ce matin. Les conséquences, quelles sont les conséquences? Donc c'est de ça qu'on parle ce matin et je voulais annoncer Cathy, qui est psychologue de la société civile, voilà, elle est avec tous ces gens-là, elle les rencontre tous les jours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va en parler. C'est un problème de société, un problème que vivent beaucoup de familles ce matin. Beaucoup de familles vivent. Donc raison pour laquelle nous en parlons ce jour. Bonjour Cathy et bienvenue à ce rendez-vous pour notre page avec notre invité. Bien évidemment, l'échange du lundi. Bonjour à Mambombo, vous êtes vraiment des stars. Hein? Bombo, Bombo. Si je m'attarde, vous êtes sûr, on ne va pas faire l'émission. Non. Parce que je vais aller dans les détails. Bonjour à tous les téléspectateurs. En effet, beaucoup de couples ont des problèmes. Une fois, on avait fait une réunion avec une autorité de la ville qui nous disait que nous devons faire du boulot. Parce que le taux de divorce est énorme, c'est important. Et parmi les problèmes qu'on rencontre dans le couple, il y a l'ingérence de la belle famille. Est-ce que la belle famille doit toujours se mêler dans les problèmes de couple? La belle famille même, c'est quoi? C'est ça qu'il faut d'abord... La belle famille. La belle famille, c'est la famille du conjoint. Donc quand on parle de conjoint, ça peut être la famille du mari comme la famille de la femme. Donc tous sont belles familles quelque part. Donc parfois les gens ont tendance à penser que c'est la famille du mari qui dérange, que la famille de la femme ne dérange pas. Les deux belles familles peuvent déranger. Hein. Et parfois on pense que la mère du mari est forcément méchante, que la mère de la femme est bien. Donc la mère du mari peut déranger, comme la mère de la femme peut déranger, comme le couple même peut déranger. Donc maintenant, il faut savoir, quand on va se marier, on doit être préparé à un certain nombre de choses. Et nous qui envoyons nos enfants en mariage, nous devons aussi être préparés à un certain nombre de choses. Parce que, je crois que la semaine dernière, on a parlé de la vie de couple, le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir. Oui. Maintenant, dans le partage du pouvoir, il n'y a que la famille de chacun arrive. Il faut déjà noter que quand on se marie, les gens ont parfois tendance à penser qu'il faut mettre telle famille ou telle famille de côté pour qu'on soit à l'aise. Il ne faut pas couper quelqu'un de son environnement social parce que notre environnement social joue un rôle important dans notre vie. C'est-à-dire, si je pars en mariage, je ne dois pas empêcher à mon conjoint d'aller avec sa famille, d'être avec ses amis, d'aller jouer au football et ainsi de suite. C'est-à-dire, le couple n'est pas connecté H24. Donc, chacun va continuer à gérer le quotidien. Il y a des choses qu'on doit abandonner, évidemment, parce qu'on est déjà en couple. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir mettre chaque chose à sa place, tout simplement. Donc, j'ai ma vie de couple. J'ai aussi ma vie à moi, parce que de temps en temps, on a envie d'être seul, on a envie de réfléchir, et ainsi de suite. J'ai aussi envie d'être parfois avec ma famille, sans que mon conjoint ne soit là. C'est ça l'épanouissement aussi. Hein. Je dois comprendre que mon conjoint aussi a besoin d'être avec sa famille de temps en temps. Il a besoin d'être avec ses amis. Il a besoin d'aller jouer au football. Il a besoin de parler au téléphone. Il a besoin de regarder son match de football comme moi je peux regarder, je ne sais pas moi, un téléfilm ou autre chose. C'est ça qui fait le couple. Pas qu'on coupe quelqu'un de telle chose ou de telle autre. Parfois, il y a des gens qui ont des routines dans la famille. Avant d'être marié, on sait que tous les mois, dans certaines familles, hein, on se retrouve le premier dimanche du mois, par exemple. Maintenant, si on se marie et qu'on coupe ça, comment les autres vont voir ça? Le premier dimanche du mois, peut-être qu'on réservait beaucoup de familles. Aujourd'hui, on ne connaît plus les membres de nos familles parce que les gens sont dispersés. Et dans ces réunions de famille, là, parfois, quand une personne a un problème, une personne veut se marier ou bien il a deux, on s'organise à partir de ces réunions. Donc, on va voir que dans la famille du conjoint, on fait ça. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à notre conjoint que comme nous, on n'a pas ça dans notre famille, forcément, ce n'est pas bon. C'est des choses qu'on doit voir avant le mariage. Donc parfois le couple commence à avoir des problèmes parce que notre état d'esprit, on pense que si quelque chose ne marche pas comme nous on veut, comme on fait dans notre famille, ça veut dire que ce n'est pas bon.
Parfois, il y a des couples mixtes. Hein. Quand je dis des couples mixtes, ce n'est pas forcément qu'ils épousent des gens à l'étranger. Ma bonne peut épouser mon frère. Elle est d'une autre culture. Moi, je suis d'une autre. La diversité culturelle, là, si on la met ensemble, si on la met à profit, ça peut apporter quelque chose. Mais c'est comme ça peut créer des problèmes graves. Parce qu'on ne va pas se comprendre. Parfois, c'est des problèmes de religion. Tel appartient à telle religion, tel appartient à telle autre. Et maintenant, en matière de religion, les gens, il y en a qui aiment respecter les principes de la religion. Ça crée des problèmes. De l'autre côté, alors maintenant, les parents qui envoient leurs enfants en mariage, est-ce qu'ils sont prêts à se détacher? Parce que si j'ai un enfant unique avec qui j'ai évolué tout le temps, mon enfant unique, que ce soit mon fils ou ma fille, va se marier. Je vais toujours avoir l'œil que qu'est-ce qu'on est en train de lui faire. N'oublie pas que on avait l'habitude de faire ça. 1, 2, je suis déjà chez ma fille. 1, 2, si c'est mon fils, c'est moi qui l'avais peut-être ses habits. Je viens voir. La belle fille ne sait pas repasser. Oui. Oui. C'est-à-dire, on commence à chercher la petite bête. Il faut apprendre à se détacher à l'avance. Parce que les gens n'arrivent pas à se détacher. S'il y a des problèmes dans le couple, comment on fait? Je viens me donner le pimenton. Que comme tu vois là, il ne faut pas commencer à lui donner les conseils. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est apprendre à l'autre, aux autres, éduquer nos enfants à l'avance et apprendre à se détacher. C'est-à-dire, on sait que comme on a ces enfants-là, à un moment donné, ils vont partir. Ils vont épouser des gens, ou alors il y a des gens qui vont venir dans la famille. Quand ils viennent, comment nous allons nous comporter? Il y a des familles dans lesquelles des gens sont, je ne peux pas dire indispensables, mais les enfants rendent beaucoup de services à leurs parents. On a des parents qui sont peut-être âgés, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Peut-être qu'on a une fille, on prépare bien, comment on appelle la nourriture, le père que bassi. Le père va toujours dire, la mère va toujours venir appeler la fille que tu sais que c'est toi seul qui s'est séparé, ce que ton père aime manger. Elle l'appelle le jeudi, il l'appelle demain, il l'appelle après-demain. De temps en temps, la fille peut vouloir faire plaisir, il va faire ça. Mais pas que on rappelle toujours que c'est toi qui faisais ceci, c'est toi qui faisais cela. Ou alors, on est dans une famille nombreuse, nous sommes solidaires. Quelqu'un se marie, on lui flanque 2, 3 enfants. Notre conjoint n'est même pas averti. Non, dans notre culture, c'est comme ça. Quand une personne va en mariage, on lui donne les enfants. Ou quelqu'un part du village, il n'a même pas averti. Pape, il a déjà intégré dans la famille. Nous devons savoir que le fait de s'y mixer comme ça dérange l'autre. Donc le conjoint qui est là, qui sait comment fonctionne sa famille, il doit en discuter avec son partenaire. Ils doivent en discuter et nous pouvons dire à notre famille, mon mari n'aime pas telle chose ou il n'aime pas telle autre. Parce qu'il y a des gens qui aiment leur intimité, qui aiment être avec son conjoint et les enfants. Quand tu ajoutes d'autres personnes là, ils ne sont plus à l'aise. Mais on va dire que non, pourquoi ils n'aiment pas les gens? Non, laissez les gens dans leur intimité. Il y a une famille que j'ai connue il y a longtemps. J'avais remarqué que dans cette famille, personne ne s'occupe, nombreux sont ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Hein. Ils ne sont pas malades, les parents ne sont pas morts, et ainsi de suite. L'enfant de tel habite chez tel, l'enfant de tel autre habite chez tel autre. Je me suis demandé mais comment ça se fait? Parce que le placement d'enfants là même c'est compliqué. On va élever nos propres enfants, c'est pas évident. Donc on va voir que une femme arrive à mariage, on lui a déjà donné les enfants des beaux-frères, des belles-sœurs et ainsi de suite. Et en attendant, les beaux-frères et les belles-sœurs sont en train de se taper leur vie tranquille. Si elle refuse, on dit qu'elle est méchante. Voilà. Ça, ce n'est pas normal. Et dans d'autres familles aussi, on pense souvent que c'est la belle-mère qui dérange ou les belles-sœurs. Les beaux-frères, il y a des beaux-frères qui sont toxiques. Vraiment toxiques. Le beau-frère te ferait, toi-même, tu laisses le mari, tu t'en vas. Voilà une famille, quelqu'un se marie. Une femme, le beau-frère et sa femme viennent s'asseoir dans le mariage jusqu'à ce que le couple se sépare. Le beau-frère, hein, pas la belle-sœur. Le beau-frère et sa femme ont tout fait. Tout. Jusqu'à ce qu'ils ont même parti. Ils ont choisi une autre femme. Ils ont donné au couple jusqu'à ce que le couple se sépare. Et le beau-frère, lui, continue à être avec sa femme. Hein.
Donc, on voit des choses comme ça dans les familles. Et les beaux-frères font souvent ça, pourquoi? Peut-être parce que le beau-frère... Il veut contrôler. Il veut contrôler. Voilà, il veut contrôler, pourquoi? Parce que le frère a l'argent. Le frère n'a pas d'enfants. Lui, il a les enfants. Alors, le frère, c'est le frère qui s'occupe de lui, de sa famille. Donc, il préfère une femme que lui contrôle. Donc, il enlève celle qui a les yeux ouverts, il met celle que lui, il va contrôler. Du moins qu'il pense contrôler, parce qu'on peut contrôler comme ça au début. Le jour où elle, elle ouvre les yeux, on ne la contrôle plus. C'est ça. Donc, on a beaucoup de problèmes d'ingérence. Et qu'on néglige, hein, parce que parfois, personne ne veut reconnaître qu'il est en train de s'ingérer. Alors que la famille joue un rôle important. Moi, je me rappelle que quand je partais en mariage, il y a une amie qui m'a dit, Cathy, il faut toujours avoir au moins une personne dans la belle famille avec qui tu t'entends. C'est important. Et moi, je donne toujours ce conseil aux gens qui partent en mariage. C'est important. Parce que dans la belle famille nous enlève souvent dans des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'on a réussi à se faire 1 ou 2 amis là-dedans. Ce sont ces personnes qui nous aident. Moi, je en profite pour remercier mes belles sœurs. Il y en a une qui est même décédée il y a quelques années, qui m'ont apporté un grand soutien. Donc, reconnaissons que la belle famille n'est pas toujours salée. Que nous-mêmes aussi, nous avons des efforts à faire. Nous-mêmes, quand on part en mariage, on a des efforts à faire. Mais le fait de penser que l'autre, qui est le beau-frère ou la belle-sœur, doit marcher au rythme de notre famille, c'est pas bon. C'est pas bon parce que après, la personne a sa vie, la personne a sa culture, la personne a parfois, on devient donc trop nombreux dans un seul mariage. Il y a nous-mêmes, on a les parents, on a les amis, on a les cousins, on a même parfois des collègues. C'est-à-dire tout le monde est dans un seul mariage. Et comment est-ce qu'on pense que le mariage va évoluer? Ça n'évoluera pas. Donc, la belle famille a sa place. Elle joue un rôle important. Et je dirais même très important, parce que certains aussi qui se sont détachés complètement de leur belle famille. Quand il y a eu des problèmes, ils ne savaient plus où mettre la tête. Parce que parfois, quand on a aussi des problèmes, c'est là où on se rappelle que mon beau-frère est là, il peut influencer mon mari, ou bien ma belle-mère est là, elle peut l'influencer. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant que belle famille? Laisser le couple vivre sa vie. Mais donner des conseils. Parce que les parents aussi, qui aiment leurs enfants, ils savent donner de bons conseils. Hein. On fait souvent comme si les parents ne donnent pas de bons conseils. Les parents savent souvent donner de très bons conseils. Mais Cathy donnait un exemple d'un couple. Le fils ne parle plus. Le fils ne parle plus avec sa belle-mère. Donc la belle-mère est obligée de... Quand elle vient, le fils n'est pas là. Quand elle vient dans la maison. Et elle ne vient dans la maison de sa fille que lorsque le mari de sa fille n'est pas là. Bon, maintenant, quand on est face donc, à ce genre de situation, quelle attitude adopter? Comment la femme parce que c'est la mère la fille qui est en difficulté parce que c'est deux amours de sa vie. C'est pas que le monsieur refuse, il ne parle plus. Quand tu parlais de 3 ans. 3 ans sans parler. Quand on est face donc à ce genre de situation, il faut gérer ça comment? Voilà, ça c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans cette situation. J'ai lu récemment l'histoire de quelqu'un, les gens ne se plaignent pas souvent beaucoup, mais quelqu'un qui est aussi qui est allé se plaindre que sa belle-mère, la mère de sa femme, l'a épuisé. Donc, et il a fatigué et il donne des détails. Je ne vais pas donner les détails pour que les familles ne se reconnaissent pas, mais elle est épuisée. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est parce qu'on n'a pas résolu le problème avant. C'est parce qu'on n'a pas résolu le problème de fond. Parfois, ce qui nous arrive, c'est qu'on aime tellement nos parents que quand on nous fait la remarque concernant notre père ou notre mère, on se bloque, on se dispute. En général, hein, il faut voir ça. Et maintenant, l'autre qui se sent frustré, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments,
À la fin, il dit que, ok, je coupe. Et quand il coupe comme ça, le conjoint est très, très mal à l'aise. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut discuter calmement avec son conjoint. Et laisser son orgueil de côté. C'est-à-dire, il faut être raisonnable. On doit être réaliste. Mon père, ma mère ne s'entend pas avec mon mari. Qu'est-ce que je fais? Aller discuter avec ma mère. Discuter avec mon mari. Essayer de voir le fond du problème. Notre problème, nous les humains, même en dehors du cadre de la belle famille, c'est que parfois on ne va pas en profondeur. Quand il y a une situation, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui crée cette situation et comment on peut faire pour le résoudre. Donc si on va en profondeur, on cherche à savoir qu'est-ce qui a énervé notre conjoint. Et là, on va chercher la solution. Si c'est notre maman qui a tort, acceptons qu'elle a tort. Ne venons pas dire au conjoint que oui, ma mère a tort. On trouve des mots pour expliquer, amener nos... Parce qu'en général, on connaît nos parents. Hein, donc on peut trouver des mots pour amener notre parent à comprendre la situation et des mots pour apaiser notre conjoint. Maintenant, si on ne va pas dans le fond du problème, en général, on ne veut même pas écouter. Dès que je commence à parler de la mère de Mireille Grace ou de Mambombo, on est braqué, on se bloque. Comment tu peux parler de ma mère comme ça? Finalement, on ne résout pas le problème. Parfois, pour qu'on sache ce que l'autre a dans son cœur, on doit parler. Il y a une dame qui m'avait dit un jour que un de ses beaux-parents aimait bien se disputer. Et les gens disaient toujours que oh, toi tu aimes bien te disputer. Il dit que oui, si je ne me dispute pas avec les gens, je ne vais pas savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, pour savoir ce que quelqu'un a dans son cœur, prenons le risque de parler, de demander à notre conjoint quel est son problème. Okay. Moi, j'en parle peut-être facilement parce que mon travail consiste beaucoup à écouter. Et quand je vais dans les couples, il y a des couples que j'ai dans lesquels que j'ai souvent coaché. J'arrive, je trouve qu'on reproche par exemple beaucoup de choses au conjoint qui est impulsif, à l'un des conjoints qui est impulsif, qui gueule, qui est nerveux et tout ça. Tout le monde a déjà catalogué la personne que toi, c'est bon, tu es méchant. Quand j'arrive, j'écoute, je note les choses qui amènent le conjoint à être comme ça. Et après, je dis à l'autre que si ton conjoint se comporte de telle manière, c'est pour telle raison. Mais il faut dire que les gens sont têtus. Hein. Parfois, quand on a déjà décidé que c'est telle personne qui est méchante, même si on leur apporte la preuve du contraire, ils ne veulent pas savoir parce que la société l'a déjà catalogué qu'elle est méchante. Comme telle, oui, qu'il est méchant. Mais moi, je prends souvent le temps. On prend le temps d'écouter. On écoute les deux conjoints. Parfois, on écoute les gens dans l'environnement. On découvre où il y a le problème. Donc, les gens, les personnes qui sont concernées doivent avoir une communication constructive. Hein. C'est pas qu'on part en compétition, que chacun est sur la défensive. Si tu dis telle chose, tout de suite, je réagis. Donc, il y a un jeu que je vois souvent dans les réseaux sociaux. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Oui. Essayez de jouer à ce jeu. Quand on sait que c'est un jeu... C'est comme une sorte de thérapie du couple. Voilà. Jouez à ces jeux. Donc, quand vous jouez comme ça, après, chacun s'ouvre. Et maintenant, quand quelqu'un s'ouvre, il faut pouvoir écouter et après, on trouve la solution. Donc, les couples qui ont des problèmes, qu'ils ne se mettent pas dans la tête qu'ils ont envie de gagner une compétition. Parce que là aussi, ça ne résout pas le problème. On cherche à gagner. Donc, si j'ose dire que oui à mon conjoint, que, comme dans le cas de Mambombo, que oui, tu as raison, ma mère a quand même... après, ce sera comme si j'ai vendu ma mère, non? La communication constructive, vraiment, elle est importante. Okay. Il faut essayer, sans rancœur. Okay, Bombo, this brings me to this question. Je pense qu'au début, like when couples, when they get married, right, they need to maybe after marriage, they need to sit down and discuss maybe on how, in-laws boundaries, like the boundary their in-laws. Les barrières. Les barrières de leur belle famille. Now, the first question, how these couples now, how can they effectively communicate boundaries with in-laws? And secondly, what are some of those boundaries that in-laws need to take?
Je ne sais pas si c'était bien compris. Oui, parce que comment les couples doivent s'accorder pour mettre les barrières entre la belle famille et eux. Et comment rendre la communication efficace pour que tout ceci... Et où sont les bases de les barrières aussi de... What are some of those boundaries that in-laws also need to take when it comes to... Qu'est-ce que les belles familles doivent mettre comme mesure de barrière? Les belles familles ou les belles familles, que ce soit les belles familles ou les couples. C'est ce que je disais au début, qu'il faut que les gens, qu'on mette chaque chose à sa place et que chacun se mette à sa place. Donc on a notre vie de couple. Après, on a notre vie personnelle. Parce que quand on est dans le couple, on n'est pas connecté H24. Maintenant, chacun a des moments de solitude où il a peut-être envie de dormir, où il a peut-être envie de se divertir, regarder la télé et ainsi de suite. Ou il a envie d'aller rendre visite à sa famille, d'être avec ses amis et ainsi de suite. C'est tout ça qui fait la gestion de la vie quotidienne. Maintenant, il faut savoir que quand on va en mariage, on se déconnecte quand même d'une certaine manière de sa famille. C'est-à-dire on ne peut pas partir en mariage et on trimballe sa famille derrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus de sa famille, hein, mais il faut avoir des limites. Maintenant, nous avons notre vie de couple. Est-ce que la famille doit être là à s'y mixer? Est-ce que la famille a forcément son mot à dire? Est-ce qu'on est obligé d'accepter tout ce qui vient de la belle famille? Est-ce qu'on est obligé d'accepter les enfants et ainsi de suite? Non. La famille a le couple a ses règles. Le couple a ses principes. Donc la famille doit accepter les règles et les principes que le couple se donne. Maintenant, quand il y a quelque chose à faire, on va faire des choses précises dans notre famille. Et puis on revient suivre les règles et les principes qu'on s'est imposés dans notre couple. Donc ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres. Ils ont leur place. De temps en temps, on est là-bas. L'un des conjoints peut avoir envie d'aller parler à ses parents seuls, se divertir, se ressourcer. C'est comme ils peuvent y aller à deux. C'est comme ils peuvent y aller avec leurs enfants. Mais ça ne doit pas être que tout le temps, le conjoint doit être là. Quand il a déjà fait une semaine, un mois, on dit que depuis que tu es marié, tu ne viens plus rendre visite. Non. Parce qu'il y a beaucoup, quand on se marie, on a d'autres responsabilités. Hein. Donc, en dehors de ce qu'on faisait, quand on est célibataire, on peut faire beaucoup de choses. Mais une fois on se marie, on a d'autres responsabilités, on a des obligations. Donc, on ne peut pas abandonner nos obligations parce qu'on veut absolument faire plaisir à notre famille. Or, la belle famille aussi doit accepter ça. Donc, ce sont ces choses-là qu'on n'arrive pas souvent à mettre ensemble, que chaque chose se mette à sa place et chacun à sa place. Donc, ça fait le désordre. Quelqu'un pense que comme c'est mon frère, si la femme veut dire quelque chose, c'est la maison de mon frère. Si l'homme veut dire quelque chose, je suis chez ma fille. Et là, après, il n'y a plus de barrières. Donc, les barrières s'imposent. Pas qu'on devient aussi trop rigide. Hein, parce que ce qu'on peut souvent, c'est qu'on pense que si on épouse quelqu'un, il doit couper complètement. Je répète encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas couper quelqu'un de son environnement social. Okay. C'est très important. Bobo, pourquoi, why is it that maybe normally with upbringing, avant de partir même en mariage, surtout les femmes, like they always tell you that when you have issue with your husband, you report him to his family, be it his mom or his sisters. You don't report him. Donc, c'est-à-dire, quand tu as un problème avec ton mari, je dis mari parce que moi, je suis une femme. I'm going to put an example. On te dit, si tu as un problème, like you have to dire à ta belle famille, mais ne viens pas dire à ta famille. It's like you protecting the image, like you're protecting your husband from your own family. Mais au contraire, when we look at statistics have shown that the more you report your husband to his family, they tend to develop this hatred towards you. C'est comme si it's like, especially mother-in-laws, it's like you're telling her indirectly that she didn't bring up her child very well. The child is badly brought up, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Qu'elle a mal éduqué son enfant. Non, c'est que les gens interprètent mal. Normalement, hein, c'est dans notre culture. Hein, quand une femme va en mariage, quand il y a un problème, elle va d'abord dans sa belle famille. Dans notre culture, c'est comme ça. Et quand elle va dans la belle famille, ce n'est pas pour leur dire que vous avez le plus mauvais enfant du monde. Parce que ça dépend de la manière
Oui, notre façon de parler. Oui, ça, si on vient dire à ta belle-mère, ton fils est méchant, ton fils est mal élevé, ton fils est... On est en train d'insulter la belle-mère. Forcément, elle va réagir mal. Mais tu sais que quand on est fâché, il y a le mot qui sort. Qui sortent dans la fâcherie. Oui, oui. Especially when you're On ne angry. maîtrise pas nos C'est paroles. pas comme si tu es en train de... Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit aussi souvent qu'il faut avoir un peu de recul. Il faut avoir... On peut parler sous le coup de la colère. Quelqu'un peut comprendre que oui, sous le coup de la colère, on a dit quelque chose. Encore que moi, je dis que ce qu'on se dit dans la colère, il faut parfois prendre en considération. Dans la colère, on se dit telle chose. Comment on peut faire pour arranger? Maintenant, quand on va parler à la belle-mère, il faut un minimum de respect. Et il faut prendre un peu de recul. Quand on a pris ce recul-là... Ce n'est pas dans la colère là que certains disent leur vérité. C'est pour ça que je dis que dans la dispute, parfois, il faut prendre certaines choses en compte. Peut-être que quelqu'un s'est mal exprimé, mais il est en train de te dire sa souffrance. Il est en train d'expliquer sa souffrance. Oh, ta mère, quand elle vient ici, elle me dit toujours que je ne sais pas préparer, elle me dit toujours que je suis paresseuse, elle me dit toujours que... Même si on a dit ça dans la colère, ce n'est pas bon, ce n'est pas la meilleure façon. Mais l'autre va quand même réfléchir et se dire que bon, ma mère blesse quand même ma femme. Et prendre du recul pour aller parler à sa mère. Mais comme maman Mbombo dit, il faut donc maintenant, quand on va parler à sa belle-mère ou à son beau-frère ou à je ne sais qui, il faut trouver les mots pour parler. C'est ça. Il faut avoir du tact. Nous, on a tendance à dire, et puis quand on a déjà parlé comme ça, la colère est partie, l'autre a déjà enregistré ça, et maintenant on se dit que, ok, je me suis libérée, recommençons comme c'était avant. Nous, en attendant l'autre à encaisser. Et en train de subir. Oui. Nous nous sommes libérés de l'autre. C'est pour ça qu'on doit avoir du recul. Mais, ok, it's ok. Oui. On doit avoir du recul avant d'aller parler à la belle famille. Parce que si on tombe sur une maman qui est raisonnable, elle va donner de bons conseils à son fils. Il y a des belles-mères qui le font. Hein. Exactement. Ne pensons pas toujours que les belles-mères sont méchantes. Il y en a qui le font et qui réussissent. Moi, je demande pourquoi c'est toujours les belles-mères, belles-sœurs. We don't usually about beau-père et beau-frère. C'est toujours les belles-sœurs ou les belles-mères qui ont toujours les problèmes. Now, comment... J'ai parlé d'un beau-frère qui s'est assis dans un mariage. Hein. Parfois, c'est les beaux-pères aussi qui oui, parce que moi, je prends un exemple personnel. Quand j'étais mariée, mes beaux-parents, c'était eux qui étaient toxiques. Hein. Ah, voilà. Ils étaient toxiques. C'était l'oppression totale. Hein. Et, donc, du coup, je m'en fous. Ils sont aujourd'hui au-delà, ils sont décédés aujourd'hui, mais c'était l'oppression. Donc du coup, mais ça a créé même des problèmes à un moment donné avec leur fils. C'est encore moi qui suis venue créer la réconciliation pour que toutes les choses se remettent en place avec leur famille et qui m'a aujourd'hui, parce que je le dis toujours, hein, à haute et intelligible voix, que celle qui fut ma belle-mère, ça avait été dur à cause de moi, donc du coup, j'ai dû demander, et qui à un moment donné, parce que son fils a commencé à devenir dur, c'est-à-dire il a coupé les ponts pratiquement 1 an sans se parler, et puis il a fallu que j'ai plaidé tellement que les deux se sont réconciliés, et cette belle-mère m'a demandé pardon après, et c'est là où nos rapports ont commencé à changer. Ouais, il y a un beau-frère aussi qui avait traumatisé sa belle-sœur. La belle-sœur s'était séparée de son mari. Et quand le mari est revenu chercher son épouse, c'est l'image du beau-frère qui était restée dans la tête. Hein. Elle a dit non, un peu plus. Tant que le beau-frère, parce qu'il avait traumatisé. Oui. Donc, quand on se mêle de la vie des autres, sachant que nous ne faisons pas du bien à nos propres enfants. Parce que parfois, on se dit, surtout les belles-mères des enfants, les mamans des garçons, on pense toujours que mon fils est trop fort, il peut épouser 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Oui. Mais à un certain moment,
Mais est-ce qu'on a le droit de penser, est-ce qu'on a le droit de penser à la place de l'autre pour lui dire que, est-ce que ce que nous pensons est forcément bien pour la personne? Justement, c'est ça le problème. C'est pas ce qui est bon pour nous ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et puis quand l'enfant grandit, il ne doit pas, c'est pas notre cerveau qui prend, hein, il ne réagit pas à notre cerveau. Nous, on a le devoir d'éduquer nos enfants. On les éduque, on leur montre, on leur donne des valeurs. Maintenant, ils sont des personnes à part entière. Hein. Nos enfants sont des personnes à part entière, donc ils ne sont pas obligés de faire exactement ce que nous voulons. Si on pense à quelque chose dans notre cœur, on pense que nos enfants doivent le reproduire, non? À un moment donné, même ceux qui font ça, nous, on finit par être malheureux parce qu'on voit que notre enfant n'a pas de personnalité. Chacun aime avoir un enfant qui a une personnalité. Donc quand l'enfant se présente, il prend des décisions fermes, des décisions qui peuvent même nous aider. Parce qu'une fois que nous, on vieillit, ce sont nos enfants qui nous protègent. Mais si on n'a pas permis que notre enfant grandisse, comment est-ce qu'il va nous protéger? Nous devons regarder tout ça. On va poser la question, hein. On revient sur le plateau pour aller retrouver le Vox Pop du jour et puis on va venir sur ta question, Cathy, parce que je vois que tu avais une question. On prend d'abord le Vox Pop et puis on revient. À toutes. L'ingérence de la belle famille dans un couple peut entraîner le manque de confiance vis-à-vis d'un conjoint en autre, le manque d'harmonie qui peut aussi entraîner le manque de dialogue dans le foyer, le dialogue qui est la clé de la réussite d'un foyer, et plus tard ça peut continuer jusqu'au divorce. Donc l'ingérence d'une belle famille peut entraîner trop de maux dans un couple. Les conséquences sont multiples. Les partenaires peuvent vivre libres, vivre de leurs idées. Les idées qui viennent d'ailleurs troublent, ça peut avoir l'effet sur la femme ou bien sur l'homme. Les désaccords arrivent souvent parce qu'elle va obéir à sa personne et combattre l'autre. Vous pouvez nous donner un petit exemple d'ingérence qui influence un couple venant de Oui, mais bon, qui aime tellement son fils, veut gérer l'argent de son fils et donner à sa belle-fille ce qu'elle veut. Elle aimerait voir sa belle-fille gérer l'argent de son fils librement. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est parfois la belle famille prend le dessus sur leur enfant. Ce qui fait en sorte que ça commence à mettre le conflit dans un foyer. Parfois, l'homme peut amener une femme, peut-être que la femme est plus âgée que lui. La belle famille s'impose. La belle famille ne veut pas cela. Parce qu'on va dire que tu manges l'argent de son enfant, tu es comme ça, tu manges l'argent de leur frère. Alors que parfois, ce n'est pas ça le cas. Parfois, on se dit que dans un couple, ce n'est pas l'âge qui fait le foyer, ou bien c'est pas l'âge qui fait le foyer, mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens s'imposent, la belle famille surtout est toujours en train de s'imposer, et ce qui n'est pas normal, parce que ça gâte le foyer, et ça donne le conflit entre les enfants et les autres enfants, non, les cousins, les cousines, ça donne toujours un conflit que ta mère, ton père. Donc moi je me dis que c'est ça, et en plus. Quand l'homme et la femme se marient, c'est pour former un. Nous dit la Bible. Alors, qu'est-ce que la belle famille vient chercher dans la vie d'un couple? Ce que la belle famille devrait faire, c'est plutôt donner des conseils. Effectivement, lorsqu'il y a un problème, on peut faire appel à la belle famille pour résoudre le problème. Mais tout dépend encore du comportement de la belle famille. Si la belle famille intervient en termes de conflit, en termes de conseils judicieux, c'est une bonne chose. Mais si elle intervient comme pour détruire le couple, alors là, il faut se poser des questions. Donc, la belle famille peut intervenir dans quel sens? Dans le sens de tout remettre en ordre, mais pas dans le sens de donner des orientations. Bon, les conséquences, on ne saurait pas des conséquences de la belle famille dans un couple. La belle famille dans un couple peut être comme une pierre qui vient soutenir le foyer. Parce que nous ne sommes pas d'un couple, on parle d'une famille. Et la famille ne saurait être seulement l'homme et la femme. Il faut aussi la belle famille du côté de l'homme, du côté de la mère, du côté de la belle-mère qui viendra aussi ensemble pour former une famille. Maintenant, dans une belle famille, dans un couple,
il y a aussi ce que l'homme doit avoir une orientation fixe pour son foyer, qui doit être accompagné de sa femme et de sa belle famille. Une orientation peut être portée même au niveau de la femme. Et que lorsque nous regardons pour le bien-être du couple, on adhère. Je sais que généralement, nous en Afrique, on parle toujours de l'ingérence de la belle famille, tout simplement parce que nous pensons qu'on vient te donner le dictat dans ton foyer, qui n'est pas toujours ça. Et si tel est le cas, on se marie avec des principes. Alors, tu dois réfléchir sur tes principes de base pour fonder le foyer. Ce n'est pas, on ne se marie pas au hasard. On se marie pour avoir une prospérité, pour avoir un avenir. Et selon la vision que tu as aménagée. Donc il faut une orientation fixe de ta part et avec des principes. Et je crois que la clé de ça, ça doit être la vérité et la vraie justice pour le foyer et pour la belle famille. La famille et la belle famille viennent te soutenir. On voit que tout le monde est préoccupé par cette question, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Oui, parce que nous vivons tous dans la société, hein, et nous voyons comment ça se passe. Tout le monde est confronté à la même situation. Et on voit les conséquences aujourd'hui, parce que les conséquences, beaucoup en ont parlé. Ça va des problèmes, des bagarres, des disputes, de la rupture du mariage, des problèmes avec les enfants, les cousins et autres. Parce que, justement, quelqu'un l'a dit, il disait que il y a des cousins qui ont souvent des problèmes. Ça me rappelle qu'une personne, une jeune fille avait des problèmes avec ses cousins. Justement parce que ses cousins lui disaient que ta mère est venue s'ingérer dans la vie de couple de nos parents. Et ça avait créé des problèmes, ça avait même traumatisé cet enfant. Donc, c'est nous qui devons savoir mettre chaque chose à la place. Comme le monsieur a dit, il y a la vision. La femme et l'homme doivent avoir. Est-ce qu'on a la même vision des choses? C'est ça. Il y a notre état d'esprit, l'état d'esprit de notre famille. Mais quand on se marie, on doit être ferme. Parce que quand on voit la liste des conséquences, elle est longue, ça nous pourrit la vie. Et même si on finit par se séparer, ce n'est pas la solution. Parce qu'on se sépare, il y a des gens qui se séparent alors qu'ils s'aiment encore. Ils repartent dans la famille. Dès que tu repars dans la famille, hein, ce n'est plus l'amour qu'on te portait avant. Ok, ils se sont séparés, l'ennemi est parti, chacun va à ses occupations et on te laisse dans ta galère. Tu vas reprendre une autre femme ou un autre homme, le même problème commence. Donc c'est nous-mêmes qui devons avoir cette rigueur, qu'on met chaque chose à sa place. Sinon, qu'est-ce qui va nous arriver? On va avoir des problèmes de communication parce que le couple aussi, c'est vite fait qu'il y a une rupture de communication. On s'est disputé aujourd'hui, on s'est disputé demain. Maintenant, je me dis, je ne vais plus parler de sa famille pour qu'on n'ait plus de problèmes. Et on rompt la communication. Ou si on ne rompt pas la communication, oui. Et après, quand on rentre dans la communication, on va dans l'imagination. Et l'imagination peut tout créer. Or, si c'est comporté comme ça, peut-être que c'est sa famille qui lui a dit que, peut-être qu'on lui a dit que. Et après, on commence à avoir des attitudes de provocation. Et la provocation, là, peut entraîner des disputes graves. Ça peut entraîner des violences physiques. Parfois, c'est des violences psychologiques. Et il y a une arme lourde, très lourde dans le couple, qu'on appelle le silence. C'est les hommes qui savent appliquer le silence. C'est-à-dire, le silence, c'est comme si quelqu'un vient là, il fait le mort. Tourne-le, insulte, fait n'importe quoi. Le gars est mort, stoïque. Oui. Et là, alors, on n'arrive pas, on se perd. Voilà, mais c'est une forme de violence, là. Non, pas ça, mais quand tu connais déjà quand tu connais une violence psychologique. Une violence psychologique. Mais quand tu connais déjà que ton mari est comme ça, I don't think it's going to disturb you. Mais il y a des personnes... Quand tu sais que ton mari, même si tu montes, même si tu dis n'importe quoi, il est like... Il ne parle pas, il est... C'est quand tu changerais... Tu sais qu'il y a des femmes aussi qui ont décidé. C'est-à-dire, elles sont devenues stoïques, même face à l'homme qui est au silence du monsieur. Elles ont développé pour leur santé mentale, ne plus être affectées par ça. Donc elles se sont créées une barrière. Tout ça, ce n'est pas bon. Parce que ça entraîne quoi? Ça pousse le couple vers la porte de sortie.
ça entraîne la rupture. Oui, parce que quand quelqu'un voit que tu es là avec un mort, comme tu dis, pour que sa santé mentale n'en prenne pas un coup, elle aussi, elle développe d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des manières d'enlever les nœuds, oui, de dénouer ce silence. Or, combien de gens savent comment on peut résoudre ce problème de silence? Ils ne sont pas nombreux. Donc, tout ça, on voit que ça fait partie des conséquences de l'ingérence de la belle famille dans le couple. Nous tous, nous sommes belle famille, donc on se donne des conseils à nous tous. Ma star, à moi toute seule, a une équipe de football. Elle n'a pas encore les remplaçants. Ma bombe et moi, on a les singletons peut-être. Beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, s'ils ne sont pas belle-sœur ou beau-frère ou belle-mère d'un côté, ils le sont de l'autre. Donc, on se donne des conseils à nous tous. Bonjour à toutes les dames sur le plateau. Les conséquences de l'ingérence de la belle famille dans la vie d'un couple peuvent être nombreuses et variées. Voici quelques points de vue. Tensions et conflits. L'ingérence de la belle famille peut créer des tensions et des conflits au sein du couple, notamment si les opinions et les valeurs des deux familles sont différentes. Perte d'autonomie. Lorsque la belle famille s'immisce dans les décisions du couple, cela peut entraîner une perte d'autonomie et de liberté pour les deux partenaires. Les problèmes de communication. L'ingérence de la belle famille peut également créer des problèmes de communication au sein du couple, car les deux partenaires peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs besoins et leurs désirs. L'impact sur la relation. Dans les cas extrêmes, l'ingérence de la belle famille peut même mettre en danger la relation du couple. Bien sûr. Notamment si les deux partenaires ne parviennent pas à trouver un équilibre entre leurs besoins et les attentes de leur famille. Cependant, il est important de noter que chaque situation est unique et que les conséquences de l'ingérence de la belle famille peuvent varier en fonction des circonstances. C'est signé Ovassa Arnold depuis Yaoundé, Odja. C'est Odja. Odja. Oh, c'est pas Odja. Odja. Ça, c'est une très belle participation. Ouais. J'espère que beaucoup de gens sont en train de nous suivre. Exact. Et parfois, quand il y a séparation, on voit ce que chaque famille faisait. Une fois, j'avais assisté à un problème au tribunal. On a prononcé le divorce. Ça, c'était encore à la salle des fêtes. C'était du jamais vu. L'homme avait amené sa famille. Elle était nombreuse. La femme avait amené la sienne. Quand ils ont fini à l'audience, là, le spectacle que les deux familles ont fait là-bas à la salle des fêtes, la dispute jusqu'à... Ils sont arrivés en route. Le monsieur est resté, il regardait, je n'avais pas vu la femme. Ils se sont copieusement disputés. Et là, on sent qu'il a dû avoir beaucoup de problèmes pour qu'ils en arrivent là, que tout le monde décide de venir au tribunal. Ils se sont dit, tout y est passé. Oui, donc on sentait que le problème était peut-être dû au fait que chaque personne n'a su maîtriser sa famille. Personne n'a su mettre sa famille à la place qui lui revenait. En tout cas, merci. C'était une belle note de fin. Et puis avec cette histoire qui, justement, a entraîné ce couple à se séparer. Et ils avaient encore des griefs dans le cœur. Il fallait qu'ils se libèrent et qu'ils se disent, qu'ils vident leur ventre. Mais ça ne va pas finir. Ça va continuer chaque fois parce que la communication n'y était pas. Voilà, donc et ça va continuer. S'il y a eu les enfants, ça va perturber la communication. Parce que les enfants, après, ils deviennent même des ennemis entre eux. Parce que l'un pense que c'est papa qui avait raison, l'autre pense que c'est maman. Exactement. Chacun devient le pervers narcissique de l'autre. En tout cas, merci, merci Lambombo de l'autre, Cathy. Merci d'être passée sur ce plateau. C'était Catherine Etondet de la société civile. Vous la retrouvez à la clinique Idimed pour tout conseil. Vous pouvez aller là-bas. Elle reçoit, bien évidemment. Et puis, avec son action, avec sa société Action Santé et Éducation. Voilà.
Elle est aussi, c'est elle la présidente de cette association qui s'occupe de notre santé mentale. Merci, on se retrouve lundi prochain. Oui, avec on continue dans la vie de couple. Dans la vie de couple, Voilà. on est toujours dans les histoires de couple parce que voilà, c'est important. Beaucoup font face à beaucoup de situations. Tout à fait. Il faut, même s'il faut parler tout le temps, il faut qu'on en parle pour pouvoir exorciser ça et que les gens puissent être libérés. Tout à fait. Cathy, See you tomorrow. on se voit demain. C'est comment? I'm hungry. Et elle dort. Demain, c'est un autre jour. Tomorrow is another day indeed. Yes. Cathy et moi, on sera encore là pour une autre édition, pour votre bonheur, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez la rediffusion de cette émission à partir de 2h30 de la nuit sur STV. Et vous aurez cette partie aussi sur YouTube. Allez, retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Ciao, bye bye. Bye.